Après la défaite de la campagne de France, Napoléon doit abdiquer. La royauté de l'île d'Elbe lui est attribuée, tandis qu'est placé sur le trône de France le frère du roi Louis XVI, le comte de Provence, Louis XVIII, jusque-là exilé à l'étranger. À peine installé sur l'île, Napoléon organise déjà son retour. Le 1er mars 1815, moins d'un an après son départ en exil, il débarque à Golfe-Juan avec 6 autres navires et 1100 hommes. Des troupes, avec à leur tête le maréchal Ney, sont envoyées à sa rencontre pour le stopper dans sa remontée vers Paris. Mais dès que les soldats retrouvent leur ancien chef de guerre, ils changent de camp et se rallient à l'ancien empereur. Très doué pour les discours, Napoléon parvient en 3 semaines à peine à rassembler et gagner à sa cause les Français qui semblent oublier tout à coup toutes les difficultés dans lesquelles leur empereur les avait plongés. Les soldats désœuvrés, les révolutionnaires déçus par le retour de la monarchie, la nouvelle noblesse, tous accueillent Napoléon avec enthousiasme. Le 20 mars 1815, l'empereur pénètre dans Paris, que Louis XVIII avait fui la veille. Très vite, cependant, l'enthousiasme s'essouffle, d'autant que Napoléon se prépare déjà à la guerre. Il sait très bien, en effet, que jamais les Alliés n'accepteront son retour, et il doit donc être prêt à passer à l'attaque. C'est ce qu'il fait le 12 juin 1815 en marchant vers la Belgique. Il veut à tout prix empêcher les Anglais et les Prussiens de se rencontrer et d'unir leurs forces. Malgré ses efforts, Napoléon échoue et connaît une terrible défaite le 18 juin 1815 à Waterloo. De retour à Paris, Napoléon n'a pas d'autre choix que d'abdiquer à nouveau. Et ceux qui l'avaient élu quelques semaines plus tôt s'empressent de l'abandonner. Cette période de 100 jours, que l'on surnomme le vol de l'aigle, se termine dans des conditions bien pires que celles de la défaite de 1814, pour Napoléon et pour la France. Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il est prisonnier et où il mourra en 1821. La France, elle, perd des territoires stratégiques dans le nord-est et en Savoie. Elle doit supporter une occupation de 5 ans et est condamnée à payer la lourde somme de 700 millions d'indemnités de guerre. De retour sur le trône, Louis XVIII a la très lourde tâche de tenter de réconcilier les Français, de reconstituer les finances de l'État et reconstruire le pays. La France, d'après Napoléon, est en effet plus divisée que jamais. Plusieurs partis s'opposent. Des royalistes ultras souhaitent revenir à la France d'avant la Révolution et recouvrer leurs privilèges. Des royalistes modérés défendent la nouvelle charte constitutionnelle que Louis XVIII vient de signer. Des bonapartistes, fidèles de Napoléon, le plus souvent d'anciens soldats, rêvent de revivre la grandeur de la France napoléonienne et font de l'empereur un martyr. Enfin, des révolutionnaires sont nostalgiques de la République. Les royalistes ultras obtiennent une majorité inattendue à l'Assemblée. Mais Louis XVIII doit souvent les remettre à leur place pour maintenir son autorité et tenter de créer l'unité nationale. Les révolutionnaires et les bonapartistes unissent souvent leurs forces et on prend la mesure de leur audace lorsqu'ils parviennent à assassiner le duc de Berry, neveu de Louis XVIII, en 1820. Cet événement amène le roi à se rallier une nouvelle fois aux ultras. Malgré le peu d'amour des Français pour leur roi, Louis XVIII permet à la France de connaître la paix. Il la rétablit aussi comme puissance aux yeux des autres pays. Il parvient à faire quitter
les forces d'occupation étrangères 2 ans plus tôt que prévu et à réduire de plus de 400 millions le montant de l'indemnité. Louis XVIII meurt en 1824. Son frère, le comte de Provence, monte sur le trône de France sous le nom de Charles X.